Édith Garnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, spécialiste de la Renaissance et de l'histoire maritime, et vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé L'Alliance impie, paru aux éditions du Félin. Édith Garnier, l'Alliance impie que vous décrivez est celle qui unit François Ier, roi de France, au sultan Soliman le Magnifique, chef de l'Empire ottoman. Une alliance contre nature pour l'époque, nous sommes en pleine Renaissance, entre la fille aînée de l'Église et une grande puissance islamique. C'est une alliance qui vise à faire obstacle aux ambitions de l'empereur Charles Quint, lequel règne sur une bonne partie de l'Europe et se verrait bien étendre davantage encore son emprise sur le continent. Alors, nous allons en votre compagnie faire connaissance avec les principaux protagonistes de cette alliance impie, mais avant toute chose, plantons le décor, si vous le voulez bien, à quoi ressemble l'Europe en ce début de XVIe siècle. Au début du XVIe siècle, en fait, l'Europe est en train de sortir du féodalisme. On est en train de... C'est une période de transition, et de transition très rapide. Et l'Europe est encore très morcelée. Il y a notamment l'Italie, où il y a finalement 5 grandes puissances italiennes. Il n'y a pas d'Italie. Il y a en outre, ce sont des puissances qui ont de très fortes personnalités, comme Venise, Gênes, les Napolitains, Naples, les États du Saint-Siège, l'Église et le Milanais, bien sûr. Et tout ça, l'Italie, c'est aussi une image de l'Europe. À l'intérieur même de la France, on a le comtat vénétien qui n'est pas français. On a la Bretagne qui est indépendante. Enfin, on a comme ça, aucun territoire n'est unifié. Voilà. Et donc, les États naissants sont confrontés à ce problème. Alors, venons-en aux principaux personnages de cette histoire, avec un grand H. François Ier, Charles Quint et Soliman le Magnifique, 3 souverains qui sont intronisés à peu près au même moment. Le premier d'entre eux, chronologiquement, c'est François Ier, couronné en 1515. C'est une date qu'on connaît bien dans l'histoire de France. Oui. Il faut bien voir que cette intronisation s'inscrit dans des guerres d'Italie qui durent déjà depuis un certain temps. Où avant lui, Louis XII aussi a voulu l'Italie. Et puis, à la fin du règne de Louis XII, il avait quasiment tout perdu. 1515, c'est François Ier qui arrive sur le trône donc en janvier 1515, et qui tout de suite dit, moi, l'Italie, et il se met en marche avec son armée. Et en septembre, c'est Marignan. Et Marignan, finalement... C'est le duché de Milan. Oui, c'est le duché de Milan, mais avoir le duché de Milan, on peut dire que toute l'Italie suit. Ça veut dire une force irrésistible qui, à terme, il doit dominer l'Italie. D'ailleurs, le pape Léon X, à l'époque, passe des accords immédiatement. Enfin, tout le monde a peur de la France au moment de Marignan. Alors, l'ennemi intime de François Ier, et ce pendant tout son règne, c'est Charles Quint. Oui, ou vice-versa. Ou vice-versa. Charles Quint, qui est-ce ? Charles Quint, c'est finalement le fruit d'une dynastie. C'est du côté de ses grands-parents Habsbourg et de ses grands-parents Ferdinand le catholique et Isabelle de Castille. Des deux côtés, ces souverains ont cherché à marier et à établir des dynasties. Et donc comme ça, lui se retrouve à la fois héritier de la dynastie espagnole et de la dynastie autrichienne. Donc, c'est pour cette raison qu'après avoir été roi d'Espagne, on l'oublie souvent pendant 3 ans, il accède à l'Empire où il a alors les Flandres, la Franche-Comté, l'Autriche et le royaume de Naples et l'Espagne, naturellement, en premier. Donc ça lui fait un empire qui enserre la France de tous les côtés. Oui, qui tient la France en étau. En étau, quelque sorte. Exactement. Enfin, troisième protagoniste de l'Alliance impie, celui que l'on appelle à l'époque le Grand Turc, Soliman le Magnifique, c'est le sultan de l'Empire ottoman. Oui. Et quand Soliman succède à son père, à 25 ans, l'Empire ottoman est proche de son apogée. C'est le moment où l'Empire ottoman va être au fait de sa puissance. Donc Soliman est un souverain, c'est pas du tout... son père était un petit peu excessif, disons. On l'avait appelé le féroce. Soliman, non, c'est quelqu'un de tout à fait modéré, à l'écoute de ses conseillers. Mais enfin, il a une armée très très puissante et l'Empire ottoman ne fonctionne qu'en étant en marche. C'est-à-dire on ne peut pas arrêter le mécanisme de conquête qui a été amorcé depuis des siècles. Ça fait 200 ans que l'Empire ottoman est en marche. Donc on ne peut pas arrêter la machine. C'est un empire qui est déjà présent en Europe ? Bien sûr, qui est même omniprésent, puisque les Turcs sont arrivés jusqu'au Balkan, et quand François Ier arrive sur le trône, le bassin oriental de la Méditerranée est quasiment aux mains des Turcs.
ce qu'on oublie souvent et qui est extrêmement important, puisqu'à ce moment-là, le commerce maritime et les échanges entre le bassin oriental et le bassin occidental font la fortune de l'Europe. On peut dater les prémices de l'alliance entre François Ier et Soliman le Magnifique au mois de février 1525, c'est assez précis, c'est la date de la cinglante défaite de François Ier à Pavie. On peut rappeler ce que c'est ? Bien, finalement, dès que les deux rivaux sont en place, c'est-à-dire au moment où Charles Quint accède à l'Empire, on sait qu'il va y avoir un conflit entre eux. Entre Charles Quint et François Ier. Entre leurs deux armées. Et ce conflit, c'est la bataille de Pavie, où Charles Quint n'est pas présent, il faut bien le signaler, puisqu'il n'a pas pu traverser la France pour venir mener la bataille. Mais enfin, c'est quand même une bataille entre les troupes impériales qui sont déjà en Italie, et François Ier qui a envoyé son armée. Et ça, c'est un désastre total. Et finalement, la seule possibilité qui reste à François Ier, c'est de faire appel à Soliman, parce qu'aucune armée en Europe n'est d'une force qui lui permette de desserrer l'étau qui est désormais autour de la France, avec Charles Quint qui est en Italie aussi. Quand vous dites c'est un désastre total, il faut rappeler que François Ier est fait prisonnier. Oui, exactement. Et donc pendant très longtemps, on se demande, enfin pendant les mois de sa captivité, on se demande si la France ne va pas être démembrée. Ça a été une période extrêmement difficile, comme inquiétude, comme ce qui a pesé comme inquiétude sur l'avenir de la France. On s'imagine pas de nos jours ce que ça a pu être et représenter. Édith Garnier, vous faites démarrer le récit de cette alliance impie à l'année 1529. Pourquoi cette année-là? Que se passe-t-il? 1529, c'est très important parce que après un premier échec sanglant à Pavie, François Ier a essayé de revenir dans le royaume de Naples, de reprendre le royaume de Naples. Ça a été un échec presque aussi sanglant que la bataille de Pavie. Et par ailleurs, il perd cette année-là Andrea Doria, qui est le chef de sa flotte, et qui passe à Charles Quint. Or, Andrea Doria, c'est aussi un Génois, une république maritime très importante, et Charles Quint trouve en Doria un amiral, et aussi les banquiers génois et toutes les infrastructures du port de Gênes, des chantiers navals. L'Alliance impie, on le rappelle, c'est l'association entre François Ier et Soliman le Magnifique. Quelle est la nature du deal entre François Ier et Soliman le Magnifique? C'est le partage de l'Italie, duché de Milan pour François Ier, royaume de Naples pour Soliman, c'est à peu près ça? Ça ne se met pas en place immédiatement. C'est petit à petit, il y a ce projet qui se met en place. Mais rien n'est simple non plus avec Constantinople. Les relations avec l'Europe sont nouvelles. Donc tout ça va très lentement. Il faut voir aussi qu'il y a le grand vizir de Soliman, qui est Ibrahim, qui lui est un grec de Dalmatie et qui a une très très bonne idée des rapports de force en Europe, ce qui n'est pas forcément le cas de Soliman, mais enfin comme c'est lui qui co-dirige, on peut même dire que c'est lui qui dirige les affaires internationales de Soliman, de l'Empire ottoman, lui sait très bien où sont les enjeux. Donc pour l'Empire ottoman, le royaume de France, c'est la possibilité de mettre un pied en Europe occidentale. Exactement, exactement. L'Italie est vraiment, vous le décrivez très bien dans votre ouvrage, au cœur de cette alliance. Alors ça va venir progressivement, c'est ce que vous expliquiez à l'instant, mais il faut rappeler à quel point l'Italie est l'objet de toutes les convoitises de la part de Soliman, de François Ier comme de Charles Quint. Pourquoi ? Oui. Capitale, d'abord position géographique au centre du bassin méditerranéen. Donc il y a cette péninsule qui est un lieu de relâche idéal. Autre chose, c'est aussi le poste de commande de tous les réseaux marchands dont les Italiens ont quadrillé la Méditerranée. Et à ce moment-là, c'est finalement ce circuit économique méditerranéen d'où vient l'essentiel des richesses. On n'est pas encore à l'Atlantique et à ce que ce sera par la suite. Pour l'instant, c'est de Méditerranée et c'est le transport entre les rives, le bassin oriental et le bassin occidental qui produit de la richesse. Donc, les Italiens qui sont à la fois divisés politiquement, donc comme je le disais, en 5 petits États, et qui en plus sont richissimes, ça attire toutes les convoitises d'États qui sont en expansion au même moment. Édith Garnier, nous avons vu précédemment au cours de cette interview que l'Europe était le champ de bataille de la lutte entre François Ier et Soliman le Magnifique d'un côté et Charles Quint de l'autre. Je vous propose à présent de nous attarder sur peut-être le plus important et le plus emblématique de ces champs de bataille. Je veux parler de la mer Méditerranée. En quoi est-ce
un point névralgique de cette période, la mer Méditerranée. Finalement, la Méditerranée, à l'époque, c'est là que passe l'essentiel des circuits économiques qui alimentent l'Europe et qui font la richesse des Européens. Donc la Méditerranée est encore, pas pour longtemps, mais c'est encore un espace crucial pour l'Europe. Donc, les Turcs étant déjà arrivés jusqu'au bassin occidental, aux limites, veulent pénétrer à l'intérieur, puisqu'ils sont du côté de l'Albanie, de l'Adriatique. Donc, finalement, les Turcs, qui ne sont pas de grands marins à l'origine, vont trouver un allié de circonstances extraordinaires avec le fameux Barberousse. Alors, qui est Barberousse? C'est vraiment un personnage clé dans cette période-là. Barberousse, c'est un des personnages qui ont le plus terrifié les populations de Méditerranée au cours de toute l'histoire. C'est d'abord et avant tout un pirate. C'est un pirate. Généralement, là où il arrive, quand il repart, il ne reste plus grand-chose. Non. Surtout, ce qui est terrible, c'est femmes, enfants, les femmes et les enfants qui sont embarqués à bord des galères. On n'a pas encore... Qui deviennent des esclaves. On n'a pas encore fait le calcul, mais il y a un remarquable historien américain qui s'appelle Tracy qui dit que rien que sur les côtes d'Espagne, il aurait enlevé 10 000 personnes. Enfin, on n'a pas de compte très scientifique exact, mais ça fait énormément de monde. Ça fait énormément d'esclaves qui partent à Constantinople. Sa base arrière, c'est Alger? Ça devient Alger, oui. Ça devient Alger. C'était d'abord la base arrière de son frère, Harouj, auquel il succède. Et il fait d'Alger ce qu'Alger est devenu pendant 3 siècles, un haut lieu de la piraterie et d'un système d'échange économique particulier lié à la piraterie. Donc avant tout un pirate qui parcourt la Méditerranée, oui. Il va devenir un des personnages centraux de l'Empire ottoman, le chef de la flotte de Méditerranée occidentale. Il devient le chef de la flotte de Soliman, justement parce que Soliman a la capacité d'avoir des bateaux en quantité dans le port, mais il n'a pas de grands marins. Donc au début, cette flotte officielle de l'Empire ottoman est commandée par des pirates. Alors face à Barberousse, il y a un autre personnage illustre, côté impérial, côté Charles Quint, c'est Andrea Doria. Alors vous avez, dans la première partie de cette interview, rapidement évoqué Andrea Doria. Initialement, c'est le chef de la flotte française. Oui, alors il est génois à l'origine. Doria est un personnage passionnant parce que c'est vraiment un homme de la Renaissance. Extrêmement cultivé, mécène, une tête très très politique. C'est lui qui créera la constitution de Gênes quand il aura pris le pouvoir à Gênes. Mais il ne veut pas être dans les luttes de pouvoir parce qu'il connaît ses compatriotes et il préfère rester à la mer, dans les commandements de mer et devenir amiral de Charles Quint. Malgré tout, c'est un opportuniste. Oui. Mais qui ne l'est pas à l'époque de la Renaissance. Je crois qu'il y a beaucoup, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est l'ouverture des horizons, la Renaissance, et tout le monde veut sa part de richesse, de pouvoir. C'est l'esprit de la Renaissance. Donc Andrea Doria, c'est ce personnage illustre qui d'abord commande la flotte française et puis qui passe ensuite dans le camp adverse, dans le camp de Charles Quint. François Ier lui a refusé le titre d'amiral de la flotte du Levant. Et Doria, qui était quand même un étranger, était très attaché à cette appellation. Et Charles Quint lui accorde ce titre d'amiral, et c'est ce qu'il voulait. Charles Quint va le chercher parce qu'il faut dire que c'est un stratège maritime hors pair. C'est un stratège, oui. C'est absolument extraordinaire. C'est un homme de mer. Tant qu'il a été au service de la France, Charles Quint n'a rien pu faire. Raison pour laquelle il veut absolument avoir à la tête de sa flotte Doria. Est-ce qu'on peut parler de cette rivalité en mer Méditerranée entre Andrea Doria et Barberousse? Comment elle se manifeste? C'est-à-dire tout ça vient de cette fameuse année où tout commence, qui est donc 1529, qui est le moment où Doria passe au service de Charles Quint. Et donc, Charles Quint est le meilleur marin de Méditerranée, et quel est l'homme qui est possible à lui mettre en face? C'est Barberousse.
Et c'est pour ça que les Français, comme l'Empire ottoman, favorisent finalement la carrière de Barberousse, qui est un pirate assez épouvantable et sans scrupules. Et donc, c'est parce qu'il fallait en face une tête. Donc, ça devient un duel entre ces deux personnages aussi, l'histoire de l'Alliance impie. C'est souvent un duel à distance. Elles se fuient beaucoup, les flottes impériales et ottomanes. Oui, parce que ce sont des flottes de galères. Les galères, ce sont des navires qui coûtent cher à la construction, très cher à l'entretien. Et finalement, casser une flotte ne les arrange ni l'un ni l'autre. Parce que finalement, ils sont l'un et l'autre, ils servent de force de dissuasion. Charles Quint, Charles Quint et Doria, Barberousse et Soliman, c'est vraiment faire peur à l'autre. Mais il faut bien voir qu'à l'époque, la Méditerranée est incontrôlable. Même avec deux flottes, il suffit que l'adversaire se sauve et aille se cacher, et on ne le trouve plus, ce qui arrive très très souvent. Les affrontements entre eux, c'est plutôt des recherches, des courses-poursuites qui n'aboutissent pas. Est-ce qu'on peut dire que Barberousse a finalement réussi à détourner Charles Quint de son objectif d'hégémonie sur l'Europe ? Ah oui, ça c'est absolument incontestable. Je crois qu'il faut voir la pression qu'a fait peser Barberousse sur les côtes qui appartenaient à l'Empire. Alors ces côtes, c'était quoi? C'était l'Espagne, c'était la Corse et la Sicile, c'était toutes les côtes du royaume de Naples. Ne parlons pas des côtes albanaises, qui étaient aussi... Et donc, cette pression permanente sur les côtes d'Espagne, sur les côtes du royaume de Naples, obligeait Charles Quint, et il le dira très bien lui-même, à entretenir des garnisons. Et que ça lui coûte. Il dit à son frère, il écrit à son frère, je ne sais pas jusqu'à quand je serai capable de supporter ce fait. Donc, finalement, ça lui coûte de l'argent, ça l'oblige à entretenir des forces sur ces côtes, alors qu'il a envie, lui, d'entrer dans l'intérieur. Il veut l'Allemagne, il veut la partie intérieure de l'Europe. Et ce danger, donc, de Barberousse, pour moi, a joué un rôle essentiel dans l'absence de réussite du projet de Charles Quint.